Merci d'être avec nous sur TV Finance Direct Investisseur Continu. Il est temps de rejoindre Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On parle évidemment du CAC 40, proche d'une zone très dangereuse, même si le Brexit a été acté par Bruxelles, pas par le Parlement britannique. Est-ce que ça va permettre d'y voir plus clair pour les investisseurs, Stéphane ? Écoutez, c'est vrai qu'on parlait de zones dangereuses la semaine dernière autour des 4800, 4900 points. C'était une zone très importante où on voyait les gérants de fonds quasiment à l'achat systématiquement dans cette zone pour essayer de profiter d'un rebond à un moment ou à un autre, peut-être d'un rallye de fin d'année qu'on ne peut pas encore tout à fait exclure. Et finalement, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que ce week-end avec le Theresa May qui allait finalement signer le divorce Union Européenne Grande-Bretagne, ça a plutôt rassuré finalement les marchés. Et puis surtout, je pense, ce qui est à mettre en avant, c'est la reprise des marchés américains sur les marchés futurs, avec un excellent Thanksgiving et Black Friday concernant les achats américains, puisque il y a eu plus de 23% d'achats par rapport à l'année précédente, ce qui est totalement énorme. Alors ça, on le doit certainement aux baisses d'impôts de la part de l'administration Trump, qui finalement a vraiment encouragé les ménages américains à consommer. Donc on a vu les futurs américains repartir un peu comme un boulet de canon, ce qui mécaniquement a aidé considérablement le CAC 40 et les indices européens. Je pense que ce phénomène est beaucoup plus important à noter dans la reprise des marchés européens que le Brexit finalement. Donc tout ça est bon à prendre. On est peut-être pas loin d'arriver à sauver donc cette zone 4800, 4900 peut-être pour la fin de l'année, hormis si en fin de semaine encore un événement très important en marge du G20, si Trump et le président chinois arrivent à trouver un accord à minima sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça enfoncerait le clou et peut-être que finalement on finirait le mois pas si mal que ça et on engagerait surtout le mois de décembre et la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'année sous des bons auspices. Ça reste toujours possible, même si le marché reste quand même dégradé. Le potentiel de reprise max, c'est-à-dire que si on avait un beau rallye de fin d'année, je pense qu'il ne faudrait pas viser beaucoup plus haut que les 5250 points. Bon, ça fait quand même 250 points de plus que les niveaux actuels, près de 5%. Points ce matin, voilà, plus de 5%. Ça serait déjà une belle performance au vu de toutes les mauvaises nouvelles qui planent quand même sur les marchés ces derniers temps. Donc plutôt optimiste en ce début de semaine. Je pense que on peut continuer peut-être à progresser un petit peu. Si on reste bien au-dessus des 5000 points, la prochaine cible reste située autour des 5100 points dans un premier temps, c'est-à-dire une centaine de points plus haut. Il sera intéressant de voir l'ouverture des marchés américains si on confirme les bonnes dispositions des futurs ce matin à l'ouverture. On va passer au Nasdaq 100, une semaine pour sauver un niveau de support important. Il était en légère baisse ce matin. Oui, le Nasdaq 100, comme tous les marchés américains, joue un petit peu à se faire peur. Il y a des niveaux très sensibles sur une base mensuelle. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette semaine est très importante puisqu'elle va nous emmener vers la clôture du mois de novembre, vendredi soir. Et donc, il y a trois niveaux très importants à surveiller sur les trois indices majeurs. Alors, si on regarde le Nasdaq 100, c'est 6780 points environ. On est un petit peu en dessous, même si on est remonté assez violemment ces dernières heures. On est à 6600. Il manque 140 points à peu près de reprise pour sauver ce niveau. C'est tout à fait possible, on a une semaine pour le faire. Alors ce qui serait plutôt bien pour également l'idée d'un rallye de fin d'année sur les marchés américains. On surveillera également 2700 points sur le SP500, on est juste un petit peu en dessous, et puis 24 440 points sur le Dow Jones, on est autour. Donc ces trois niveaux sont sensibles en base mensuelle. Si on devait vraiment clôturer sous ces niveaux, ça n'augurerait rien de bon pour, peut-être pas forcément pour la fin de l'année, mais pour 2019. Et puis si on arrivait à les sauver, ça serait déjà quelque chose de plutôt positif. Et là, effectivement, on pourrait avoir un très beau rallye de fin d'année et puis entamer peut-être 2019 dans quelque chose de moins compliqué que si on passait sous ces trois niveaux que je viens d'évoquer. Donc tout reste ouvert.
Tout reste ouvert, mais voilà, la fin de semaine va être à mon sens très importante, comme même ce début de semaine. Avec des indicateurs extérieurs assez importants. On va parler du cours du dollar, on se rapproche dangereusement du dollar à 1,10. Quel impact ça peut avoir sur la valeur de l'euro ? Écoutez, c'est vrai que l'euro-dollar reste toujours dans une tendance un petit peu déprimée, même s'il défend bec et ongle une zone très importante entre 1,12 et 1,13. On s'en est éloigné ces derniers temps en remontant presque, pas tout à fait, mais pas loin des 1,15. Et puis il y a eu une rechute en fin de semaine dernière. On est revenu vers les 1,13. Là, je crois qu'on est remonté un tout petit peu. On est à 1,1370. Donc on s'éloigne de nouveau un peu de cette zone dangereuse. Mais il faudra surveiller encore cette zone, 1,12, 1,13. Si on devait passer en dessous, là, on enverrait un vrai signal de chute de plus grande envergure en amplitude et en timing. On pourra aller chercher des 1,10, voire 1,08. Je pense pas redescendre vers les 1,03 ou 1,05, mais on pourrait encore aggraver un petit peu la baisse. Par contre, les 1,15, c'est maintenant un niveau à surveiller pour pronostiquer une reprise de l'euro en direction des 1,16, voire 1,18, qu'on a énormément travaillé entre juin et octobre. Il faudrait passer au-dessus des 1,15. Donc tout reste ouvert. Alors c'est vrai que ça sera un bras de levier pour M. Trump, le dollar, c'est-à-dire faire baisser le dollar, mécaniquement faire remonter l'euro. Si en 2019, comme on nous promet une baisse de la croissance mondiale, si ça impacte les valeurs américaines dans les résultats des entreprises US dans les prochains trimestres, eh bien ce sera probablement la seule arme de M. Trump pour redynamiser les valeurs américaines, donc faire baisser le dollar, donc faire remonter mécaniquement l'euro-dollar. Donc voilà pourquoi je suis pas vraiment fondamentalement baissier sur l'euro. Je pense que le ralentissement, on va l'avoir. Je pense que le pic de résultats sur les marchés, sur les valeurs américaines est derrière nous. Donc je pense qu'on ira quand même vers des mois un peu plus compliqués point de vue résultat valeur US. Donc il est fort possible que par un moyen ou par un autre, par des tweets ou par des comportements, il arrive à faire mécaniquement baisser le dollar, donc monter l'euro-dollar. Donc à suivre, mais là peut-être plus en 2019. Mais alors outre-Atlantique, le Brexit justement, comment on le vit pour Donald Trump ou pour le gouvernement américain? C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Je pense que le président Trump, je ne dirais pas se moque, mais pas loin de l'Europe. Il est auto-centré sur ce qui se passe aux États-Unis. America First, n'oublions pas. Donc, je ne pense pas que ça allait empêcher de dormir ce week-end. Le fait que l'Union européenne ait signé son divorce l'Angleterre a signé son divorce avec l'Union européenne. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment changé la donne à son niveau. Je pense qu'il est surtout focalisé sur sa réunion avec le président chinois vendredi et la sémantique qu'il va utiliser et surtout la déclaration qui va sortir de cette réunion va être méga importante pour finalement un peu tout, pour les devises, pour les marchés, pour les matières premières peut-être également. Justement, les matières premières, on va en parler avec le pétrole qui connaît moins 35% depuis début octobre. Est-ce qui crée une grosse inquiétude sur la croissance mondiale? Comment vous l'expliquez? C'est ça, c'est vrai que le pétrole était vraiment remonté en la faveur d'une croissance mondiale très soutenue ces derniers temps. Et puis la scission a été nette. C'est à partir du moment où le FMI a dit que la croissance mondiale ne pourrait que baisser dans les prochaines années qu'on a vu un rétropédalage considérable sur le pétrole. Si on regarde le brut léger américain, le WTI, au moment où le FMI a parlé, on était autour des $75 et puis d'un seul coup on s'est mis à baisser, d'autant que l'OPEP produisait un petit peu trop, ne produisait pas assez selon Donald Trump qui avait encore assaisonné d'un tweet assez salé les exhortant à augmenter leur production, et puis finalement ils n'ont pas eu tellement besoin puisque la croissance mondiale a affolé un peu les investisseurs et ils se sont mis à vendre, à tel point que l'OPEP est même plutôt en train d'essayer de vouloir fermer les vannes. Ça se décidera à la réunion de l'OPEP début décembre pour essayer de juguler un peu la baisse des prix du pétrole, parce que finalement
Un pétrole trop cher, ça n'arrange personne, hein, ni les particuliers ni les entreprises. Mais un pétrole qui descend trop vite, ça inquiète également. On se dit, mais finalement, la croissance mondiale, s'il y a un rétropédalage sur le pétrole, ça va être pas forcément bon non plus pour personne. Donc, on n'est jamais content finalement sur le pétrole. Ça baisse trop ou ça monte trop haut. Donc, mais là, pour le coup, on a vraiment décroché sévèrement, 30% sur le Brent, 37% sur le WTI en 5-6 semaines. Ouais, le prix du baril n'a jamais été aussi bas depuis un an, la référence européenne du pétrole brut, le Brent, et pour sa part passé brutalement sous la barre symbolique des $60 vendredi. Donc ça, c'est un signe fort quand même. Ah oui, c'est clair qu'on a cassé des niveaux très importants. Alors si on regarde sur le graphique que je vous ai envoyé, le WTI, le fait de s'être enfoncé sous les 57, $60, c'est pas très bon. Alors c'est vrai qu'il y a un niveau psychologique et technique autour des $50 sur lequel on a tenté de rebondir cette nuit après un vendredi un peu catastrophique. Alors est-ce que c'est un point bas majeur? C'est trop tôt pour le dire. On aura certainement à un moment ou un autre une correction technique vers les 57-58, mais si on n'a pas la capacité à se réinstaller assez vite finalement au-dessus des $58, eh bien peut-être que ça n'est pas fini de la baisse du pétrole, et alors on pourrait viser la zone mais historique très importante que l'on peut définir entre 40 et $44. Donc ça veut dire qu'il y aurait encore presque 20% à perdre si la baisse ne se jugulait pas, si l'OPEP n'arrivait pas à fermer suffisamment les vannes en décembre. Donc voilà, c'est encore un sujet brûlant. Alors c'est vrai qu'on peut penser que les prix à la pompe vont continuer à baisser, ce qui va satisfaire bien entendu les gilets jaunes, mais c'est pas les taxes qui baissent, c'est vraiment le cours du pétrole qui fait un peu baisser le prix de l'essence. Mais si on devait s'enflasser, à la même époque l'année dernière, le prix était plus autour des 1,30, 1,35 le prix du gasoil, alors que là on est encore à 1,42, 1,45. Donc voilà, on sent que les taxes ont quand même pesé cette année sur les prix de l'essence. À la pompe. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse. On va marquer une courte pause sur TV Finance, on se retrouve dans quelques instants.